Maître Sauvé. Je suis maître de rien. Et sûrement pas maître de mon temps, donc je vais sûrement déroger à la règle. Mais c'est le privilège de celui qui parle en dernier, non, de pouvoir un peu abuser de son temps. Je veux bien sûr remercier les organisateurs. J'ai rarement l'occasion de m'exprimer en français, sauf au Collège d'Europe, où je suis tenu d'enseigner en français. Et encore moins l'occasion de parler au Québec. Nul n'est prophète en son pays, j'imagine. C'est peut-être la première fois, ou l'une des toutes premières fois que j'ai l'occasion de faire une conférence sur les questions de politique commerciale au Québec. En tout cas, la première fois depuis une vingtaine d'années. Donc, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de mes amis. Et ça me fournit une occasion en plus subventionnée de voir ma famille, voir ma mère qui célèbre ses 84 ans demain. Donc, je serai présent, ce qui est quand même exceptionnel comme timing. Donc, merci à vous tous. Mais je pense qu'il y a erreur sur la personne. Ce matin, j'ai rencontré Charles-Emmanuel Côté dans les toilettes. On fait des rencontres intéressantes dans les toilettes. Ça me rappelle la blague du général de Gaulle avec André Malraux à la Comédie-Française. À l'entracte, ils sont côte à côte. Et André Malraux dit au général, « Belle pièce, mon général. » Et le général dit, « Malraux, regardez devant vous. » On n'était pas tout à fait dans cette configuration avec Charles-Emmanuel, parce qu'il y a seulement un accès unique, en tout cas ici au bout du couloir. Mais Charles-Emmanuel me dit, ça va bien, est-ce que tu aimes la conférence? Je dis oui, c'est une très belle conférence, mais il y a une technicité juridique qui, moi, m'échappe un peu parce que je suis économiste. Il dit, tu es économiste? Je pensais que tu étais français et juriste. Et c'est sans doute sur cette base que j'ai été invité. Et tu avais à moitié raison. En fait, je suis devenu français. Je n'arrête pas de l'oublier. Je suis devenu français il y a 3 mois. J'ai un passeport français depuis 3 mois, puisque j'ai épousé une Française il y a 29 ans et que je vis à Paris depuis 21 ans et que j'en avais marre de faire la queue la queue des non-européens. Donc, depuis que j'ai mon passeport français, ça va beaucoup plus vite, comme je suis très, très souvent à Charles de Gaulle. Donc, j'espère qu'il n'y a pas erreur sur la personne. Je suis, je pense, dans le programme formel de la conférence, le seul non-juriste. Il y a erreur sur la personne. Évidemment, il y a John Weeks, Germain, vous êtes avocat ou pas? Non. Ben, pourquoi pas? Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir fait du droit? Pierre Pettigrew n'est pas avocat non plus, mais ce ne sont que les conférenciers un peu spéciaux. Dans le programme comme tel, je suis le seul. Non, John n'était pas dans le programme officiel, c'est conférencier, c'est un titre différent, c'est un traitement différent, spécial et différencié. Donc, je ne vais pas vous parler de droit, je n'aurais pas le droit de faire ça, donc, et je récuse donc la présentation de la présidente qui m'appelait Maître Sauvé. Ça sonne bien, ça s'applique à ma fille Constance, qui a 26 ans, vient de passer son barreau à Paris, et donc Maître Sauvé, il y en a une dans la famille, mais ce n'est pas le papa. Merci, Gabriel, en particulier pour hier soir. J'ai beaucoup aimé cette soirée aux Ursulines. C'est la première fois que je mettais les pieds. Il y avait vraiment un parfum de soutane. Évidemment, il n'y a pas de soutane aux Ursulines, mais il y avait des odeurs qui me rappelaient ma propre enfance à l'eau bénite. Hein? On a tous eu, ceux qui sont de ma génération, des enfances à l'eau bénite. On a tous été à peu près éduqués par des frères ou des sœurs. Dans mon cas, c'était les frères de la communauté Jean-Eudes, Collège des Eudistes à Montréal. Et il y avait le même parfum au Collège des Eudistes. Donc, c'était très curieux de retrouver cette idée-là. Oui, et en plus, il était question de confession. On était tout à fait dans le sujet. Mon propos... Il me reste combien de minutes, Madame la Présidente? C'est fini. Vous en avez grusé 5. Let me do the rest in English. I can do this faster. Non.
L'idée de ce papier, en fait, l'idée est venue dans le cadre de travaux qui sont menés à Genève en ce moment. John Weeks évoquait à l'heure du déjeuner le fait qu'on ne semble pas aujourd'hui réfléchir autant à l'avenir du multilatéralisme et du système commercial multilatéral qu'on ne le faisait il y a 20 ou 30 ans. Il y a 2 organisations à Genève qui se sont données pour but ces derniers mois, ces dernières années, d'opérer cette réflexion. Le Forum économique mondial, the World Economic Forum, et une ONG genevoise, ICTSD, International Center for Trade and Sustainable Development. Et ils ont donc fondé une vingtaine de groupes de réflexion sur des thématiques différentes de la gouvernance économique mondiale, et notamment de la gouvernance commerciale mondiale. J'ai la chance de participer à 4 de ces groupes, l'un sur les subventions, l'autre sur les chaînes de valeur, un sur l'investissement et un autre sur les services. Et dans le cadre de ma participation au groupe sur les services, et en relation avec le groupe sur les chaînes de valeur, on m'a demandé de réfléchir à un sujet qui était assez curieux, en tout cas qui m'a paru curieux, et qui est le sujet suivant. Dans la mesure où la géographie du commerce et de l'investissement a subi, comme John le rappelait à midi, des mutations tout à fait profondes, dans la mesure où le commerce des biens et services intermédiaires domine en fait la géographie du commerce, on vit dans un monde de chaînes de valeur, on vit dans un monde de fragmentation de la production, où biens et services sont indissociables au commerce, commerce et investissement sont indissociables à la conduite des affaires transfrontières. Donc, est-ce qu'il est possible d'imaginer, parce qu'il suffit dans ce groupe d'imaginer l'OMC sur 15-20 ans, est-ce qu'on peut imaginer une fusion du droit des marchandises avec le droit des services? Et donc, j'ai écrit un papier très sceptique. Je vous donne tout de suite ma conclusion. Je ne crois pas tellement à la possibilité de faire cela, mais j'aimerais partager avec vous quelques-unes des idées qui me sont venues dans l'élaboration de la réponse à cette question. D'abord, rappeler que le commerce des... Il va falloir... Merci. Pardonnez-moi parce que j'ai déjà présenté ce papier à Pékin avec Gabriel, justement à la dernière conférence sur l'OMC à 20 ans. C'est un peu une industrie cette année, puisque l'OMC a 20 ans, donc il y a des conférences un peu partout dans le monde. Mon propre institut à Berne organise un atelier dans une semaine sur la même problématique. Donc j'ai présenté ce papier à Pékin en début juillet et je l'ai présenté en anglais. Donc j'étais paresseux, j'ai gardé la présentation en anglais, mais je vais la présenter en français avec vous. Le commerce des services et le commerce des marchandises sont 2 solitudes. C'est un thème très canadien. 2 voies parallèles. Et ce parallélisme, ces 2 solitudes sont originelles. Quand on a trouvé l'équilibre nécessaire pour lancer le cycle d'Uruguay et d'inscrire à l'agenda des discussions multilatérales le commerce des services pour la première fois, il a fallu opérer une segmentation. Il a fallu de la verticalité parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre sur l'à propos même de négocier sur ces questions. Il y avait une opposition farouche de beaucoup de pays en développement à l'idée même d'inscrire les services à l'ordre du jour du système multilatéral. Donc, bien sûr, il a fallu négocier sur des voies parallèles. La discorde, elle était à la fois politique et idéologique. Beaucoup de pays en développement ne voyaient pas d'intérêt commercial, d'intérêt mercantile à négocier, considéraient que cette idée, et ce n'était pas complètement faux, c'était une espèce de complot américain pour évidemment soutenir l'expansion des entreprises de services américaines qui, les premières, avaient effectué une mutation vers les marchés mondiaux. Il y avait une forte résistance de la plupart des autres membres de l'OMC. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, on se dit, c'est complètement fou. On vit dans un monde, effectivement, où on accepte tous les jours, dans la réalité du commerce, le caractère complètement imbriqué du commerce des biens et des services. Aujourd'hui, on est même en mesure de quantifier
cette relation et on s'est aperçu effectivement avec les travaux de la Banque mondiale ou de l'OCDE que le commerce des services, le commerce qui est imbriqué dans les marchandises, compte pour à peu près 40-45% du commerce mondial. Et donc on ne peut pas faire obstacle à la réalité d'un monde qui devient de plus en plus centré sur les activités de service. Cependant, ce qu'on observe, c'est qu'on continue même aujourd'hui, même dans les accords nouvelle vague, même dans les plus récents accords préférentiels, d'avoir beaucoup de difficultés à négocier sur ces questions. Et donc, les marchés se libéralisent partout, mais ils se libéralisent essentiellement par décision unilatérale, donc par pragmatisme national, plutôt que par la contrainte de la négociation, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale. Troisième observation, deuxième page, oui, très bien. La négociation dans les services, elle a longtemps peiné à se mettre en place parce que même les pays riches étaient un peu réfractaires à l'idée de s'embarquer sur cette voie. Le Canada était relativement sceptique il y a 25-30 ans. L'Union européenne, le marché unique européen n'existait pas dans les services au milieu des années 80. C'était l'horizon 1992, on en était très loin. Donc, l'idée de segmenter les marchandises et les services, en fait, c'était plutôt une voie de précaution. Beaucoup de pays, la grande majorité des pays du GATT de l'époque, étaient beaucoup plus confortables dans une configuration qui séparait de manière verticale et de manière très étanche la négociation des biens et des services. Est-ce que c'est vraiment problématique? Est-ce que cette verticalité est quelque chose dont on doit se préoccuper? Est-ce que cela fait obstacle à une gouvernance plus éclairée du commerce mondial? Permettez-moi d'en douter. Et je pose une question de manière un peu contrefactuelle en disant, si effectivement la séparation entre le commerce des marchandises et le commerce des services paraît anachronique, pourquoi est-ce que la très grande fragmentation du commerce des marchandises ne pose pas de problème? On n'entend jamais quelqu'un à l'OMC dire mais il faudrait fusionner l'accord sur l'agriculture avec l'accord sur les TBT, avec l'accord SPS, avec l'accord TRIPS. Non, on accepte qu'effectivement tous ces sujets ont une certaine logique et qu'il y a aussi intérêt vertical à maintenir cette architecture. Germain Denis, hier soir, nous rappelait combien il a été utile à la conclusion du cycle d'Uruguay d'isoler l'agriculture du paquet sur l'accès au marché. Parce que chacun de ces problèmes, chacune de ces questions a des particularismes, a une économie politique qui est très distincte et il faut trouver la négociation multilatérale ou la négociation commerciale, c'est une agrégation, je dirais, d'équilibre partiel. Et comme par magie, on arrive à un équilibre général et puis on dit conclusion, on conclut le cycle. Mais c'est une succession d'accords partiels sur des problématiques partielles, chacune d'entre elles ayant des spécificités. Donc déjà, dans le fait que du côté des marchandises, où il y a une plus grande fragmentation encore, on ne pose pas la question, me semble-t-il, déjà ça nous donne des pistes pour réfléchir à la nécessité d'opérer une fusion horizontale entre services et marchandises. Troisième question que je poserai, c'est la question de la similitude entre les services et les marchandises. Pour qu'on puisse fusionner le droit dans ces deux domaines, encore faut-il que les différences de réglementation soient minimes et que les différences même sur l'objet même de la réglementation soient à peu près inconséquentes. Or, on observe qu'il y a des règles spécifiques sur les services qui sont différentes, bien que semblables, mais très différentes quand on y regarde de plus près, parce que le commerce des marchandises et le commerce des services opèrent de manière relativement différente. Et on ignore ou on sous-estime ces particularismes à ces risques et périls. Premier, l'incapacité de stocker un très grand nombre de services, le fait que la plupart des services sont à la fois produits et consommés de manière simultanée. Et donc, dans un contexte de commerce mondial, cela appelle d'office à la mobilité des facteurs de production, mouvement des personnes et surtout mouvement du capital, parce qu'on adore l'investissement étranger, mais on n'aime pas tellement les étrangers, donc le mouvement
du capital est beaucoup plus libéralisé que le mouvement des personnes. Mais quand on intègre ces dimensions à la négociation, vous imaginez la complexité en matière de politique économique. On le voit à l'occasion de la crise migratoire en Europe. Imaginez toutes les sensibilités qui touchent de manière directe et indirecte toute négociation sur la mobilité des personnes. Deuxième caractéristique importante, me semble-t-il, c'est la relative inconséquence de la frontière comme objet de régulation dans les services. La frontière, elle est importante dans le GATT parce qu'on applique le tarif à la frontière et une fois le tarif appliqué, on a une obligation forte de non-discrimination. La frontière, elle est à peu près inconséquente dans les services et ce qui fait que le principe même du traitement national ne peut pas s'appliquer dans les services comme il s'applique en matière de commerce des marchandises. L'obligation de traitement national ne peut pas être une obligation générale sans exception, puisque si on l'appliquait de la même manière, on arriverait tout de suite, ipso facto, à une libéralisation très grande des marchés, ce que ne veulent pas, bien sûr, la plupart des pays. Troisième différence, les restrictions quantitatives. Prohibées d'office dans le GATT, permises par définition dans les services, parce que la plupart des marchés de services, ils sont régulés sur la base de restrictions quantitatives. On émet 4 licences d'opérateurs téléphoniques. Il y a un nombre fixe de licences de chauffeurs de taxi et ainsi de suite. La restriction quantitative, elle est intrinsèque à la régulation des marchés de services. Elle est prohibée d'office dans le commerce des marchandises. L'incidence très forte des défaillances de marché. Chacune des défaillances de marché que nous apprend la science économique, la présence de monopoles ou de structures de marché oligopolistiques, les asymétries d'information, les externalités, la prévalence de secteurs qui ont des caractéristiques de biens publics. Cette incidence, elle est beaucoup plus forte et soulève beaucoup plus de points sensibles dans les services. Et donc, se traduit, la très grande prévalence de défaillances de marché se traduit par une présence réglementaire de l'État qui est beaucoup plus grande, donc une difficulté beaucoup plus forte à éliminer des obstacles au commerce qui sont essentiellement de nature réglementaire. On l'a vu dans la présentation de notre ami colombien. Dernière question qui est très importante, encore une fois, on la sous-estime à ses risques, c'est la très grande verticalité ministérielle, réglementaire de la négociation. Quand on négocie les services, on négocie les télécoms avec le ministère des Télécoms, les transports avec le ministère des Transports, le ministère des Finances avec le ministère tout-puissant des Finances qui se croit supérieur, bien sûr, aux négociateurs commerciaux. Multiplicité d'agences réglementaires verticales. Mais il n'y a pas un ministère de la patate et un ministère de la voiture et un ministère... Non, le commerce des marchandises, on peut négocier de manière beaucoup plus unifiée. Le commerce des marchandises, intrinsèquement, beaucoup plus vertical. Et donc, dans la conduite même de la négociation, il faut reconnaître cette réalité, qui est une réalité bureaucratique d'économie politique, mais qui est aussi une réalité derrière laquelle se cache un Everest de réalités réglementaires qui sont différentes. On ne négocie pas les services financiers comme on négocie les télécoms. On ne négocie pas les télécoms comme on négocie les services professionnels. On ne négocie pas... Donc, vous avez compris ce que j'essaie de dire. Donc, la négociation a été... Next slide. Je résume un peu mon propos. Je ne vais pas décrire ça, mais si on décortique en fait chacun des grands paramètres de la négociation, on voit qu'effectivement, même si les termes semblent communs aux deux socles de régulation, l'application des règles opère de façon très, très différente. J'en conclus donc que, juste parce qu'il y a une plus grande imbrication des marchandises et des services dans un monde où effectivement le commerce prend la forme de chaîne de valeur, ne veut pas dire que nécessairement on doive opérer une fusion entre le droit du commerce des marchandises et le droit du commerce des services. Ce que l'on doit faire, je pense, et la meilleure preuve, je pense, de ça, c'est le fait que tous les accords les plus récents, dont on ne cesse de vanter le caractère hyper novateur, la nouvelle frontière, the new 21st century agreements, non? CETA, TTIP,
TPP, est-ce qu'il y a un seul de ces accords qui a même imaginé la fusion entre le... Forget about it. Non. Non, c'est pas comme ça qu'on négocie. On est toujours dans une logique de, comment on dit path dependency en français? You know what I mean? Et donc, on continue à négocier comme on a toujours négocié. Par contre, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Si on ne peut pas fusionner GATT et GATS, est-ce qu'il est possible d'imaginer des évolutions normatives conséquentes? Je pense que oui. Je pense qu'il y a plusieurs, à la fois dans la conduite des négociations, mais aussi au plan normatif. Oui, je le sais, mais... C'est moi qui vais te reprendre. On pouvait vous changer de place. Oui, vous allez prendre ma place parce que je sens bien. Mais là, vous perdez mon temps, là. Non, Là, je viens de gagner une minute. Je vais soustraire après juste. on va le décompter. Hey, je suis venu de loin. Et moi aussi. Oui, mais je suis chez moi. Je ne viens pas souvent. Donc, je pense qu'il y a deux choses qu'on peut imaginer en termes d'évolution. D'une part, avoir un peu plus d'intelligence dans la conduite des négociations qu'on le fait en ce moment, c'est-à-dire lorsqu'on négocie des négociations dans le GATT et qu'il y a un pendant service évident, pourquoi ne pas créer une passerelle entre les deux? 3 exemples. L'accord sur la facilitation des échanges n'a de sens que si on libéralise tous les services qui donnent sens à la facilitation du commerce. Les transports, la logistique, les agences en douane, enfin, il y a toute une chaîne de valeur à la frontière. On n'y touche pas. Donc, c'est un accord qui, cantonné uniquement du côté du GATT, ne va pas avoir beaucoup d'impact réel sur la facilitation du marché. Deuxième exemple, l'accord sur les technologies de l'information. Un accord sur les marchandises, sur l'élimination des tarifs. Pourquoi on ne crée pas un socle de services liés à l'informatique et aux services liés aux technologies de l'information et des communications, qui ferait un package beaucoup plus important. Même chose sur les négociations en cours sur les biens liés à l'environnement. Donc, on peut avoir un peu plus d'ambition dans la conduite de négociations en cours sans opérer le moindre changement normatif à l'OMC. Deuxième domaine, et c'est mon dernier slide, Madame la Présidente, deuxième domaine où on peut, je pense, innover, c'est de reconnaître qu'il y a un certain nombre de sujets qui ont intrinsèquement vocation à être traités de manière horizontale, sans distinction entre les services et les marchandises. John l'évoquait à midi, l'investissement, qui est la force motrice la plus importante de l'intégration dans l'économie mondiale. Pourquoi est-ce qu'on opérait une distinction entre investissement dans le secteur manufacturier ou minier ou pétrolier ou bancaire? Il n'y a aucune raison d'opérer cette distinction. Mais évidemment, si on intègre à l'OMC un accord multilatéral sur l'investissement, il va falloir se creuser les méninges pour dire comment est-ce qu'on sort les services, comment est-ce qu'on sort l'investissement, mode 3, de l'accord existant sur les services et quel impact ça va avoir sur l'équilibre interne de cet équilibre partiel vertical qui est le GATS. Pas facile. Deuxième sujet, encore une fois, pourquoi juste dans les services on traiterait de la mobilité des personnes? Pourquoi est-ce qu'on ne traiterait pas de la mobilité des personnes qui travaillent aussi dans le secteur manufacturier ou dans le secteur agricole ou dans le secteur pétrolier? Pourquoi est-ce qu'on cantonne la mobilité des personnes à un sous-ensemble très petit? Évidemment, ce sont des sujets extrêmement compliqués, mais on peut imaginer davantage d'horizontalité. Le commerce électronique, la révolution numérique, qui englobe des éléments du GATT, du GATS, de l'accord sur les ADPIC, pourquoi on ne peut pas jeter un regard un peu plus horizontal sur ces questions et essayer de trouver des solutions aux problèmes ambiants? Il y a un groupe de travail sur le commerce électronique. Il n'a pas beaucoup progressé. Plusieurs autres exemples. La cohérence réglementaire, dont Petros a parlé. Les disciplines sur les entreprises d'État. Encore une fois, pourquoi opérer la moindre distinction sectorielle? Les disciplines touchant au droit de la concurrence. Ça fera plaisir à mon voisin. Pourquoi est-ce qu'on négocierait un accord sur la concurrence dans les services distinctement de la concurrence dans les marchandises? La propriété intellectuelle, les mesures d'investissement liées au commerce. Il y a plein de foyers où on peut imaginer
une architecture de règles multilatérales qui soit beaucoup plus horizontale dans sa facture, sans pour autant qu'on soit obligé de fusionner GATT et GATS. Mais on peut imaginer une architecture différente. Déjà, il y a 20 ans dans l'ALENA, on avait imaginé une architecture qui s'apparente beaucoup à ce que je viens de décrire. On a imaginé un accord sur l'investissement qui est horizontal dans sa facture, un accord sur les services qui est limité au seul aspect le plus important, qui est le commerce transfrontière. Et donc, on a opéré une logique de complémentarité en regardant comment est-ce qu'on fait du business, comment est-ce qu'on conduit le business aujourd'hui. Et je pense que le grand défi, à la fois des accords régionaux et de l'OMC, c'est de traduire sur le plan juridique, mais de façon réaliste et raisonnable, de traduire ces évolutions par des règles qui s'adaptent aux nouvelles réalités du marché.